Ce qui me dérange un peu avec une série comme Squid Game, c'est qu'elle réussit l'exploit de remettre en question ma propre foi en l'humanité. Parce que Squid Game, c'est pas qu'une simple série qui est là pour te divertir. C'est une série qui est là pour t'étouffer. Elle te met face à ce qu'il y a de plus abject dans le genre humain, et t'es scotché, t'as pas d'autre choix que de regarder, impossible de regarder ailleurs. Et après une sacrée hécatombe et un cliffhanger de zinzin à la fin de la saison 2, on retrouvera 6 épisodes pour clore la série Squid Game dans une ultime saison 3. Et franchement, je vous le dis tout net, j'assume, car je sais que tout le monde ne sera pas spécialement d'accord, mais pour moi, cette saison 3, ça a été une jolie claque. Attention, cette saison 3 n'est pas parfaite, j'estime même qu'elle est inférieure à la saison 1 et la saison 2, mais cette saison 3, comme les autres, elle a la qualité, le mérite de déclencher ce petit truc. Squid Game, j'ai envie de dire que c'est la preuve vivante qu'il est capable, encore aujourd'hui, de produire des séries qui peuvent surprendre, qui peuvent choquer, qui peuvent traumatiser même, et surtout, qui peuvent faire réfléchir. Bref, laissez-moi vous partager mon avis concernant cette saison 3 de Squid Game, right fucking now. Salut chers amis et chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle vidéo. Une critique avec et sans spoiler de Squid Game saison 3. Alors, je vais tâcher de ne pas trop me lâcher dans la zone de spoiler. Je vais simplement revenir sur les moments qui m'ont marqué. Parce que je veux savoir si vous avez ressenti la même chose que moi par rapport à certaines scènes. Mais avant ça, enfin dans la zone sans spoiler, je veux vous pousser à la regarder, à la découvrir ou, voir si on est raccord par rapport à certains éléments. Car il y a des tas de choses à relever, et encore une fois, je le dis, même si j'ai adoré, c'est pour moi en dessous de la première et la deuxième saison, encore que c'est un avis vraiment à vif, à chaud, on verra bien avec le recul, mais j'ai préféré des deux, entre la première et la deuxième saison, j'avoue préférer la deuxième. La première, je la mets au-dessus de la troisième, à l'instant T, maintenant, mais peut-être que dans le futur, si je revois la saison 3, je vais peut-être revoir je vais peut-être la faire remonter d'un cran, j'en sais rien, d'un niveau, mais à l'instant T, j'estime que la deuxième saison, ça reste la meilleure. Parce que ce que j'ai apprécié le plus dans cette série, c'est lui, 456, son évolution, comment son personnage a évolué, mais ça, je vais en parler plus tard. Parce qu'avant toute chose, Squid Game, c'est pas qu'une simple série. C'est un ovni. Parce que quand on regarde le gros des séries qui sont produites à l'heure actuelle, comme pour le cinéma, ça se foule pas trop. C'est comme pour le cinéma, entre les reboots, le recyclage de licences, l'absence totale d'originalité, l'absence de prise de risque. Enfin, il est loin le temps de Breaking Bad, Game of Thrones, tout ça, c'est fini ce temps-là, quoi. C'est dingue quand on voit quand on constate le gap de différence, le gap différentiel qu'il y a entre les années 2000, 2010 et les années 2020. On sent que maintenant, ils sont tous en mode, que ce soit série, cinéma et même jeux vidéo, ça bouge plus, on recycle encore et encore et encore. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais là ça commence à faire. Et j'ai un peu peur justement que Squid Game soit récupéré, ça justement je vais en parler un petit peu à la fin. Encore que je reste confiant, honnêtement, je dois être un des rares à être confiant vis-à-vis du potentiel futur de Squid Game. En tout cas cette série, on l'aime parce qu'elle casse les codes. Et si vous regardez cette vidéo, c'est justement pour ça. On n'est jamais dans du linéaire, ce n'est jamais prévisible, à chaque fois on est surpris. Et cette saison 3 nous surprend encore. Et à chaque fois, je me fais avoir, je me fais baiser, je crois comprendre, je suis sûr qu'on va aller dans cette direction, et puis finalement, ça part ailleurs. Et ça, je suis désolé, mais compte tenu du contexte pop culturel actuel, c'est juste... Cette saison finale vient conclure une saison précédente qui était déjà très intense. Et ce qui frappe, c'est à quel point cette série arrive à garder ce mélange de spectacle et de réflexion. Squid Game, ce n'est pas qu'une simple succession de jeux mortels, ce n'est pas un Battle Royale augmenté, c'est une critique sociale. Alors ça, évidemment, on le sait, et bien évidemment, cette critique sociale est davantage accentuée dans la saison 1 et la saison 2. Là, ça l'a un peu moins, mais il y a toujours ce relent de critique sociale. Quoique non, en fait, on n'est pas dans la critique sociale ici. On est dans le cri de désespoir. Vraiment, cette série, elle me met mal à l'aise parce que elle prend à bras-le-corps la réalité sociale de la Corée du Sud. Rappelez-vous, dans la première saison, quand on voit le héros, le 456, qui est bon, bien sûr, une espèce de loser, qui fait rien de sa vie, qui fait que des conneries, tout ça. Enfin, il a pas une vie vraiment géniale, mais
c'est pas non plus, comment dire, un environnement qui fait rêver, quoi. Tout le monde a l'air de bosser à un âge avancé, sa mère, elle continue à bosser, passer les 80 balais, même en bossant comme elle fait, elle a même pas les moyens de se soigner, et je pense pas que ce soit vraiment éloigné de la réalité, parce que j'ai pas mal regardé de documentaires sur la Corée du Sud, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et j'ai également regardé pas mal de documentaires américains, anglais, suisses aussi, par rapport à la Corée du Sud, mais également le Japon. Et c'est... Enfin, je comprends que ces pays puissent faire rêver par rapport au côté... Enfin, par rapport à l'architecture, par rapport au lifestyle, par rapport à la modernité, parce que c'est vrai que la France, à côté, enfin, c'est... Là, ça se modernise de plus en plus, mais on va pas se mentir, quand on voit comment ça se passe au Japon, à Taïwan, dans ces pays-là, des fois j'ai l'impression d'être au Moyen-Âge, quoi, du point de vue de l'évolution, du point de vue du progrès technique, du point de vue de la technologie, tout ça. Mais dans le même temps, ouais, ok, ces pays-là, c'est beau, c'est futuriste et tout, mais la vie sociale, là-bas, si vous êtes galérien, pauvre ou même travailleur salarié, la vie a pas l'air si dingue que ça, quoi. Étant donné visiblement que les Coréens et les Japonais passent leur vie au boulot. Littéralement. Et ça, c'est un truc qui me sidère, et je fais une petite aparté, excusez-moi, mais ces pays-là sont super modernes, mais en même temps, les gens font que de bosser non-stop. Il y a une culture du travail qui est jusqu'au boutiste, les gens prennent jamais de vacances, les étudiants bossent jusqu'à je sais pas quelle heure, leurs heures supplémentaires, enfin, c'est du quasi-esclavage. Pour autant, quand bien même ils sont super évolués, ils sont pas assez évolués au point que qu'une bonne partie des gens puissent sortir du monde du travail. Vous l'avez bien vu dans Squid Game première saison, la mère de 456, elle continue à bosser, passer les 70 ans, ça n'a aucun sens, dans un pays ultra moderne, et je pense que beaucoup sont passés à côté de ça, quoi. On est dans un pays ultra moderne, hyper riche, tout ça, et les vieux sont contraints de bosser à un âge aussi avancé. Normalement, il devrait avoir des robots, des trucs automatiques qui puissent remplacer le travail de l'humain, quoi. J'ai l'impression que, paradoxalement en France, on est bien plus avancé à ce niveau-là, quoi. Les gens bossent pas autant, enfin, il y a bien sûr des gens qui bossent extrêmement dur, mais, dans certains corps de métier. Mais on fait quand même de plus en plus de progrès à ce niveau-là, comparé nos retraités, je veux dire en France, par rapport aux retraités, j'imagine, coréens, japonais, tout ça, je pense pas qu'ils aient le même niveau de vie, quoi. Je pense. En tout cas, on sent que ça les travaille, on le voit bien du côté du créateur de Squid Game, du côté du réalisateur de Parasite, ils ont voulu lancer un message et montrer que chez eux, c'est... Ok, c'est moderne, ok, c'est évolué, ok, ça peut faire rêver, mais, quand on regarde sous le tapis... En tout cas, attention, je suis convaincu que vivre en Corée, au Japon, tout ça, ça doit être génial. Enfin, quand vous êtes millionnaire. Mais bref, excusez-moi pour cette digression, laissez-moi vous reparler de la série. Je vais parler avant tout des points forts, parce que des points faibles, en réalité, il y en a très peu, comme pour la première et la deuxième saison, même si j'ai, encore une fois, je le dis, moins apprécié cette troisième saison. En fait, ce qui me gave dans cette série, comme dans les saisons précédentes, alors je le dis tout de suite, c'est l'arc narratif en dehors de ce qui se passe au niveau des jeux. L'histoire du flic, de la meuf qui s'échappait de la Corée du Nord, tout ça, j'avoue que ça me saoulait un peu, quoi, parce que ça me sortait des jeux, de la réalité du terrain que subit 456 et toute l'équipe, là, toute la fine équipe. Ça me sortait un petit peu, et je sais que c'était indispensable au scénario de montrer ces personnages-là, mais pour autant, ça me sortait un petit peu, quoi. Ça renvoyait vers autre chose, mais il n'y avait pas le choix. Mais en ce qui me concerne, c'est ça qui me dérangeait le plus dans la série. Si c'est votre cas aussi, dites-le dans les commentaires que je me sens moins seul. En tout cas, ce sont les seuls points négatifs que je retiendrai en ce qui me concerne. Par contre, concernant les points positifs, mise en scène, nickel, rien à dire, c'est propre, c'est beau dans l'horreur. C'est du très haut niveau, chaque plan est millimétré, il n'y a pas un cadre qui soit posé au hasard, et quand ça montre la barbarie, on ressent une certaine forme de force tranquille, de poésie même. Ils réussissent l'exploit de faire coexister poésie et morbide. Concernant le scénario, comme je l'ai dit, on continue à être surpris. Il y a toujours un nouveau truc au début, au milieu et à la fin de chaque épisode. Un rebondissement qui te laisse sans voix, une mécanique qui évite de sombrer dans la routine. Et ça fait du bien, même si on va pas se mentir, en 2025, niveau série, on a eu de la chance. Si en 2025, du côté du cinéma, c'est une catastrophe, du côté des séries, on n'a pas trop à se plaindre. Bien évidemment, j'aimerais parler de l'acting, alors ils sont tous excellents, bien évidemment, et tous attachants, du côté des gentils, bien sûr, et repensez à l'hécatombe de la fin de la saison 2, quoi. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous ont rematé la saison 2, l'ont binge-watch pour se mettre à jour, parce qu'il y avait beaucoup d'informations à retenir, et la saison 2, la fin, mais j'avais oublié à quel point c'était une boucherie, quoi. Ça crève de partout, entre la fusillade, d'ailleurs certains ont pas mal gueulé par rapport à la fusillade, mais moi j'ai trouvé ça génial. Enfin, on sortait un petit peu du côté un peu protocolaire des jeux, tout ça, là, ça fait partie des surprises de la série, justement. Les joueurs qui lancent une insurrection contre ceux qui les dominent, c'était génial. Ça sortait un petit peu de la template qu'on nous avait plus ou moins préétablie. Ils sont tous géniaux, et 456 est comme toujours exceptionnel. On le retrouve encore plus brisé, plus concassé par ce qu'il a vécu. On sent que la mort de ses amis, la trahison, tout ça, ça l'a détruit définitivement de l'intérieur. Ça se voit dans chacun de ses regards, chacun de ses gestes, et j'admets
préférer la version française à la version originale. J'admets, je trouve que le mec qui double à 456 a fait un super boulot. Excusez-moi, je dis pas les noms coréens parce que j'ai peur de les écorcher. En tout cas, niveau acting, c'est du haut level. Je reviens juste un tout petit peu à la critique sociale, encore une fois, par rapport à la saison 1 et la saison 2, c'est un peu plus effacé, mais c'est jamais lourd. Même si c'est... Oh. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo et qui sont pas en mode podcast, non, vous n'avez pas rêvé, c'est un peu plus sombre. La petite lumière a disparu parce que j'ai réussi l'exploit d'arracher le câble de ma petite loupiote. On va faire avec. Allez, bravo Mad Matt, tu es un véritable génie. Bref, je reviens un petit peu à la critique du capitalisme. Pour cette saison 3, c'est un peu moins marqué. Elle est présente, mais moins marquée par rapport à la première saison. La première saison n'était pas une critique primaire du capitalisme, c'était une critique rentre-dedans, une critique frontale. Et le réalisateur a eu l'intelligence de ne pas recycler cette première saison dans cette troisième, parce que il aurait très bien pu se dire, bon, Squid Game, c'est terminé, j'en ai fini avec ça. Et pour pas trop me fouler, je vais reprendre les ingrédients de la première saison, les remixer un petit peu. Même pas. Le mec, il a une autre vision, une autre approche. Une approche légèrement différente, mais toujours raccord. Et ce qui est... Enfin, je vais revenir à la phrase d'introduction de la vidéo, mais... ouais, cette saison m'a fait remettre en question par rapport à, comment dire, au genre humain, parce que on a affaire à de sacrées ordures, quoi. Vraiment, c'est le règne des pourris dans cette saison, quoi. À la fin de la deuxième saison, la plupart des gentils, ils ont perdu. Ouais, bien dans cette troisième saison, bah, là aussi c'est une hécatombe, et bah, les pourris, visiblement, c'est ceux qui sont les plus aptes à la survie, quoi. Et justement, la critique du capitalisme, elle est là. Elle montre à quel point les mecs sont prêts à aller jusqu'au bout. Alors déjà, on voyait bien qu'ils étaient prêts à aller jusqu'au bout dans la première et deuxième saison, mais là, c'est de pire en pire, quoi. Et c'est en mode hyperbole. Les gars sont prêts à aller loin, très loin, trop loin pour récupérer le pognon qui est dans ce gros cochon. Et il y a des moments, vraiment, j'étais écœuré. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible à quel point un humain peut être déshumanisé, justement, juste à cause de l'argent. Alors j'entends bien que les mecs sont endettés, sont dans des merdes pas possibles et tout, mais moi, ça m'a fait peur. Je me dis, mais si, admettons, on était tous, vous, moi, tout ça, dans des situations comme celle des personnages qu'on voit dans la série, est-ce qu'on irait dans ce mood-là? Est-ce qu'on irait dans ce genre d'extrême? Est-ce qu'on serait capable de produire les mêmes saloperies, les mêmes conneries que ce que font ces mecs? Vraiment, vous savez, c'est quand la dernière fois que je me suis senti en phase avec un univers, vraiment, au point de me mettre à la place des personnages? C'était dans le film La Route. Il n'y avait pas un putain de moment dans ce film où j'étais pas en mode qu'est-ce que je ferais à leur place? Quelle dinguerie je ferais? Jusqu'où je serais prêt à aller pour survivre, pour bouffer tout ça? Au bout de combien de temps je me métamorphoserais d'individus civilisés, domestiques et tout ça, à une espèce de pathétique bête sauvage, mue uniquement par la survie? Enfin, ce film m'a hanté par rapport à ça, et Squid Game est en train de me hanter déjà, surtout cette troisième saison, justement. C'est ça qui est fort, même si je la trouve légèrement inférieure à la première et à la deuxième saison, et bien mine de rien, cette saison 3 m'a davantage impacté mentalement, parce que quand je vois jusqu'où vont ces mecs pour de l'argent, bah, j'ai peur d'aller jusque-là si je me retrouve dans ce genre de situation, quoi. On sait jamais. On sait jamais. Donc c'est pour ça que je vais pas émettre de critiques par rapport à ce que font tous ces gars, toutes ces ordures, parce que je m'interroge. Qu'est-ce que je ferais à leur place? Si j'étais dans leur situation, si j'étais dans leur niveau d'endettement, est-ce que je ferais ça moi aussi? Vraiment, je me pose la question, ça me fait peur. Alors bien sûr, on avait ça dans la saison 1 et 2, mais là, c'est encore plus poussé, quoi. Et donc, in fine, la critique du capitalisme est bien là, et j'imagine que c'est plus ou moins révélateur de l'état d'esprit de certains Coréens, peut-être, ou alors c'est une version exagérée, parce que là, ils sont vraiment en mode survie du plus fort, comment dire, la fin justifie les moyens, c'est inquiétant, et c'est flippant, et vraiment, c'est effectivement les dérives du capitalisme, hein, jusqu'où ça va, et on sent que les Coréens sont vraiment marqués par tout ça, parce que ça doit les hanter au quotidien, quoi. Et vraiment, c'est dingue, hein. Ces pays sont super évolués, quoi, à tous les niveaux, et puis en même temps, ils ont des lacunes sur des bails hyper simples, quoi, comme par exemple la dénatalité en Corée, au Japon, de ça. Alors je sais que tous les pays sont concernés par la dénatalité, mais là, c'est quand même préoccupant, quoi. Et les mecs, malgré leur niveau d'avancement, malgré leur niveau d'intelligence, leur QI, tout ça, leur capacité à se projeter, ils n'ont pas anticipé ça, quoi. Le fait que, c'est quand vous bossez trop, quand vous êtes sous pression, quand vous êtes, quand vous êtes dos au mur. Parce que vraiment, c'est une société élitiste jusqu'à l'absurde. Tout le monde doit être parfait partout, en sport, à l'école, au travail, en cours, tout ça, ils doivent être parfaits sur tous les points. Et c'est pas une vie, ok, c'est bien dans un laps de temps court pour redresser un pays après un conflit, une guerre, machin, mais là, les mecs sont en train d'épuiser leur jeunesse, d'épuiser
leur peuple, et c'est pas étonnant qu'ils fassent plus de gosses, quoi. Parce que quand vous passez votre vie à bosser, à être sous pression, bah vous avez plus envie de baiser, vous avez plus le temps de baiser, quoi. Donc c'est pas étonnant que les mecs se retrouvent en déficit démographique, quoi. Et ça, pour l'instant, j'ai pas encore vu de film coréen qui en parle, que film japonais, parce que ce serait pertinent justement de mettre en avant cette réalité, la réalité de la dénatalité, qui va poser un problème très bientôt là-bas, tout comme dans les pays civilisés, tout comme dans le gros des pays développés, tout ça, parce que c'est pertinent, et en même temps, bah c'est... Il y a de quoi se poser des questions, quoi, sur comment on peut faire pour arranger ça, parce que c'est bien beau de poser des constats, ce qu'il faut, c'est trouver une solution. Et des solutions efficaces, éthiques et fonctionnelles, pourtant, il y en a. Bref, c'était mon avis concernant Squid Game saison 3, je lui mets un 7,5 sur 10. Donnez-moi votre note dans les commentaires, n'hésitez pas. Maintenant, il est temps de passer à la zone avec spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu les épisodes de cette saison, coupez tout de suite la vidéo pour ne pas être... parce que je vais vous partager mon ressenti par rapport à certaines scènes, et il est hors de question que je vous spoil sur quoi que ce soit. Donc, coupez la vidéo tout de suite si vous ne voulez pas être... Alors là, je ne vais pas trop pousser dans l'analyse, je vais plus être dans le ressenti, et parce que moi j'aime bien ressentir les émotions. Pour moi, enfin, quand je vais voir un film, quand je lance une série, je veux ressentir des émotions. Et là, des émotions, il y en a eu. Malheureusement, ces émotions, elles étaient coupées justement par rapport à l'arc avec le frangin, la meuf de la Corée du Nord, tout ça. Ah, ça me saoulait un peu. Moi, je voulais vraiment qu'on reste dans le jeu, tout ça. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire de trop nous embarquer dans des arcs un peu annexes. Alors après, pour certains, ça passe, mais pour moi, non. Mais comment dire, bah, quand je fais le bilan, la plupart des scènes qui m'ont marqué, ce sont les scènes qui ont eu lieu dans le jeu. Et bah, j'ai été marqué par la mort du personnage trans, personnage auquel je me suis vraiment attaché, quoi, personnage humain avec comment ça s'appelle, avec une personnalité, énormément de bravoure, tout ça. Puis bon, bah ça m'a fait un pincement au cœur quand elle se fait planter, oui, elle, quand Yel se fait planter par le daron, là, enfin par le futur père du gosse, là, qui est une véritable ordure, une crevure absolue. Ouais, ça m'a fait quelque chose. Même chose, bah, la mort de la grand-mère, enfin de la vieille dame, ça m'a moins choqué qu'elle bute son fils. C'était osé, mais au début je pensais pas qu'elle avait buté, quoi. Je pensais qu'elle avait juste blessé, quoi. Ce qu'elle aurait pu faire d'ailleurs, quand elle a planté son serre-tête, je pensais pas que c'était une zone vitale, ce qu'elle avait touché. Bon bah il est dead, le fils, pas de chance, mais j'ai été, bah... Enfin, quand on voit le regard de 456, quand il comprend que la vieille dame s'est suicidée, quand elle s'est pendue, quelle horreur, quoi, c'est... Bah, ça m'a serré le cœur, et ça c'est ce que j'aime. J'aime quand une série me serre le cœur, quand elle m'essore les tripes, quand elle me tord les boyaux, tout ça. J'aime ressentir des choses. Enfin, on aime tous ça, et c'est important de le dire, c'est important de le souligner. Et bah, toutes ces émotions sont principalement, comment dire, ressenties, vécues et exprimées par 456. C'est vraiment lui le personnage le plus expressif, le plus humain, et puis c'est le seul qui est vraiment valeureux, parce que tous ici sont là pour la survie, pour l'argent. Lui, il est vraiment là pour sauver son groupe, sauver les... comment ça s'appelle, les... C'est un peu comme le Christ, hein. Le mec il est là, il est revenu sur Terre. C'est presque, on peut faire un parallèle christique par rapport au personnage de 456, parce que c'est le mec qui revient, à la vie au cours de cette saison 3 pour essayer de sauver ce qu'il peut, stopper le jeu, tout ça. Le mec il fait, comment dire, il fait don de sa vie à chaque fois, quoi. Il se met en danger, il prend des risques, et c'est admirable. Lui, pour moi, c'est un des plus grands héros de la pop culture actuelle, quoi. C'est un des héros les plus exemplaires, vraiment je l'adore. C'est beau de voir son évolution, son cheminement. Le mec qui passe de loser, bon à rien, qui est un véritable poids pour tout le monde, un fardeau pour la société, et le gars, bah, il devient un Tchad qui, comment dire, qui est, je vais pas dire gangréné, mais qui est envahi par la compassion pour ses prochains, et le gars va jusqu'au bout pour sauver même ceux qui sont prêts à le buter, quoi. C'est ça qui est beau, c'est valeureux. Alors des fois on a un peu envie de le secouer, on va dire mais putain, mais c'est pas vrai, mais tu vois bien que c'est des ordures, crève-les, quoi. C'est notamment le passage avec le couteau quand il peut les buter dans leur plumard, chose qu'il aurait dû faire, il aurait dû tous les buter, mais bon, fallait bien que l'histoire... Hein. Mais il y a des moments où on se dit mais putain, 456, c'est bon là, là les mecs qui restent, c'est les pires crevures du jeu, ils méritent de claquer, quoi. Pourquoi tu les finis pas, quoi. Donc des fois on est un peu en mode putain, fais quelque chose, quoi, dégomme-les. Mais bon, c'est sa morale, tout ça machin, ça le travail. Alors ça peut être agaçant pour certains, même moi j'étais un peu en mode fais-le, quoi. Mais bon, c'est pour que la série continue, perdure, tout ça. Et bah, j'admets que c'est... Il y a ça, plus tant d'autres que j'ai, comment dire, enfin les jeux, faut qu'on en parle, les jeux tous stressants, enfin, le truc de cache-cache, l'espèce de machin avec le où faut sauter par-dessus, là, par-dessus l'espèce de grosse corde, là où j'en sais rien, c'est stressant de ouf. Et puis bon, bah, l'épreuve finale, au début je pensais que l'épreuve finale c'était, genre il devait monter les escaliers en étant hyper proche du mur, au point de, vous savez, avec des marches qui rétrécissent au fur et à mesure, j'ai pensé que c'était ça, mais bon, ça aurait été trop... Enfin c'était une bonne série, quoi, une bonne saison, quoi. Enfin, je ne vois rien à redire, quoi.
Enfin, faut parler aussi vraiment de l'immoralité, encore une fois, du jeune daron, quand il menace de sacrifier son propre bébé, son propre enfant, mais quelle ordure, quelle crevure, quoi. C'est pour ça vraiment que je me dis, mais la vache, ouais, ça se trouve, on sera à ce point. Pour ça, c'est une série aussi qui développe une certaine forme, enfin, qui nous fait développer, je pense, une certaine forme d'humilité, parce que on sera à leur place, on ferait peut-être pas mieux, les gars. Pensez à ça. En tout cas, je ne m'attendais pas à la mort de 456, je pensais pas qu'il se sacrifierait. Enfin, le mec, il va jusqu'au bout, et c'est une belle fin, c'est une logique. Enfin, moi, j'aurais voulu une autre fin. J'aurais voulu une fin où le mec, en gros, 456, il prend la place du mec avec le masque. J'étais sûr que ça allait finir comme ça, où le gars, voilà, il prend les devants, Vous allez me dire que ça n'a pas de sens, hein, parce que le mec, il veut péter les jeux, il veut pas prendre la tête, mais ça aurait été symbolique que le gars prenne la tête parce que il est dégoûté par le genre humain. Finalement, bah ouais, il revient sur sa vision du monde par rapport à ce qu'il avait exprimé, par rapport aux vieux, tout ça, qui voilà, considérait l'humain comme des animaux, comme des bêtes sauvages qui sont intéressés que par le profit. Enfin, c'est ce que j'ai retenu, moi. Je me suis dit, peut-être que là, à force de voir des crevures comme ça, il va peut-être changer d'avis et se dire, bon, finalement, vous aviez raison, les gens voilà, ils pensent qu'au pognon, ils pensent qu'à ça, donc je vais organiser les jeux à mon tour, et puis on verra bien. Enfin, ça aurait été pas mal, mais ça aurait été, je pense, téléphoné. Donc, il y avait deux choix, je pense, le suicide, ou il prend la tête du groupe, ou j'en sais rien, et ils ont opté pour le suicide, et c'était osé, parce que je m'y attendais pas, et j'ai eu le cœur serré, bien sûr, quand j'ai vu 456 tomber, sacrifié pour laisser la vie sauve au bébé. C'était magnifique, héroïque, et c'est dans la logique du personnage. C'est vrai que d'un côté, vertueux comme il est, tellement il a un cœur pur, je l'aurais pas vu, prendre la tête, à moins qu'il y ait eu un revival vraiment, revival de ouf dans le scénario. Bon, voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que va donner le potentiel spin-off ou je sais pas quoi américain. Parce qu'il y a des bruits qui courent que David Fincher prendrait le projet Squid Game version États-Unis, et j'ai envie de voir ça. Et à la fin, on a vu Kate Blanchett, Kate fucking Blanchett, dans cette rue américaine où il y a le mec là, qui est avec sa bagnole, enfin avec son 4x4, là, avec son pick-up, non, avec son 4x4, et il voit, on comprend que le Squid Game, c'est pas que en Corée, c'est aussi aux États-Unis, peut-être ailleurs, c'est peut-être un organisme mondial. Ils font la même chose aux États-Unis et je suis chaud de voir ça parce que ce serait pas mal une critique du capitalisme américain. Parce que les Américains sont beaucoup moins critiques de leur économie et de leur système par rapport aux Coréens. Les Coréens, on sent bien que ça les affecte, on sent bien que ça les ronge de l'intérieur, alors que le capitalisme américain, il est pas mieux. Hein. Alors je sais que certains, les libéraux, vont dire que c'est génial. Alors oui, j'imagine qu'il y a plein de points positifs aux États-Unis, hein, surtout quand tu nais bien, quand t'as de l'argent, que t'es dans une famille bourgeoise, que t'as du pognon, oui, ça doit être vachement cool. Mais par contre, quand t'es prolo, quand t'es pauvre, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, parce que si David Fincher fait plus rien de propre depuis quelques temps, eh bien j'ai quand même un petit espoir, parce que pour rappel, il avait déjà déjà tourné un remake. Alors, The Killer, je crois que c'était un remake, qui est pas terrible du tout, loin de là. Enfin, c'est peut-être un de ses pires films. Mais il a aussi tourné, rappelez-vous, en 2011, The Girl with a Dragon Tattoo, qui est donc un remake, une version américaine de Millennium. Le film est loin d'être parfait, il est inférieur à la version suédoise, mais j'ai été marqué par l'esthétique, par la mise en scène, par la musique. La musique est complètement dingue. Et je reste confiant, j'ai hâte de voir et je pense que Fincher va pas se planter sur ce projet s'il met en branle ce Squid Game à l'américaine. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs choix possibles à Hollywood. On verra bien, on verra bien. En tout cas, perso, je suis enthousiaste à l'idée de voir ça. Allez, c'est bon, j'ai fini, j'espère que cette critique vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bisous à tous, ciao.